Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière table ronde de cette nuit des idées ici à Athènes sur un thème qui est « Restons chez nous ». Alors c'est un thème, ce titre qui peut paraître aujourd'hui un peu paradoxal, car nous sommes dans un monde ouvert, connecté, avec une grande liberté de mouvement, et le corona, auquel nous nous attendions évidemment pas du tout, a tout chamboulé. Et brutalement, nous sommes renvoyés à autre chose, au personnel, le plus personnel qui soit, c'est-à-dire chez soi. Le chez soi, le chez nous. Nous sommes tous logés à la même enseigne, que ce soit en France, en Grèce, à Athènes, à Paris ou ailleurs dans le monde. Et nous sommes là à nous demander comment vivre, comment continuer à vivre dans ce contexte. Qu'est-ce que veut dire vivre ensemble lorsque de nouveau nous devons rester chez nous, que chacun est chez soi? On a peur aujourd'hui de sortir, peur de rencontrer l'autre qui est susceptible de nous transmettre ce vilain virus, ce monstre qui nous attaque de partout. Ça, c'est au niveau personnel. Et au niveau de la cité, la question se pose, est-ce qu'on croit encore dans notre classe politique qui nous dit de rester chez nous, qui à d'autres moments nous dit peut-être que vous pouvez sortir un petit peu? Et donc cette incertitude suscite une énorme suspicion et donc se pose la question de savoir comment continuer à croire aux politiques, comment croire à cette parole publique qui est extrêmement questionnée, puisqu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'infox, comme on dit, c'est-à-dire des fake news. Comment faire la part des choses entre ce que nous entendons, entre la parole scientifique qui a fait son apparition partout sur la place publique, avec tout un tas de spécialistes qui nous parlent, qui nous racontent, chacun nous donne son explication de la situation. Et donc, nous sommes noyés dans toutes ces informations qui nous arrivent de partout. Et donc, nous allons essayer de questionner au cours de cette dernière table ronde un peu ces questions que je viens de jeter en vrac. Mais je tiens à préciser, avant de lancer le débat, que vous pouvez laisser vos commentaires ou poser vos questions sur la page Facebook de l'Institut français de Grèce et le Twitter avec le hashtag IFG pour Institut français de Grèce direct. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions et j'aurai le plaisir de les relayer auprès de mes invités, puisque 3 invités seront présents ce soir pour aborder ces questions sur le titre de cette table ronde « Restons chez nous ». Alors, nous allons commencer par l'intervention de Nathalie Hennick, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS et qui, elle, va nous parler de Paris par visioconférence. Alors, Nathalie Hennick a écrit de nombreux ouvrages. Alors, je ne vais citer que les 2 ou 3 ouvrages qui, de ce que j'ai compris, l'ont inspirée pour préparer cette intervention de ce soir. Alors, Nathalie Hennick est auteure d'un ouvrage « Des valeurs, une approche sociologique », mais d'un autre ouvrage également, « Ce que n'est pas l'identité », et le 3e, « La sociologie » de Norbert Elias. Alors, je ne cite que cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je vais demander maintenant à Nathalie Hennick de nous parler de ce qu'elle entend par proche, le proche comme valeur, mais avec une ambivalence constitutive entre le positif et le négatif. Et elle abordera peut-être, mais sinon nous y reviendrons dans un deuxième temps, du rôle des réseaux sociaux et du passage du « je » au « nous ». Vous avez la parole, Madame Hennick, et merci beaucoup d'être là. Merci à vous de votre idée. Et donc, je vais parler de proche comme valeur, dans la perspective d'une sociologie des valeurs, en partant de l'idée que, comme pratiquement toutes les valeurs, la proximité ou le proche peut être soit positif, soit négatif. Alors, quand c'est positif, c'est une valeur. Quand c'est négatif, c'est ce que j'appelle une anti-valeur. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un cas d'ambivalence des valeurs, et c'est tout à fait habituel avec la question des valeurs. Mais je vais essayer de voir concrètement ce qu'il en est de cette ambivalence du proche. Alors, une première façon dont le proche peut être négatif, donc une anti-valeur, c'est la proximité comme danger,
et nous le vivons tous en ce moment puisqu'on nous demande d'être distants les uns des autres, puisque la proximité est synonyme de contagion, donc on est obligé d'instaurer des gestes barrières, donc il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, tout le monde comprend en quoi le proche peut être un danger, dès lors qu'il y a un risque de contagion. Mais plus intéressant, on peut aussi aborder la signification du proche comme valeur dans un sens positif. Et là, le proche est aussi la conscience du fait que nous sommes proches au sens où nous sommes interdépendants. On pourrait appeler ça une extension du domaine du proche, avec le passage du je au nous dans la prise de conscience du fait que cette épidémie nous rend interdépendants les uns des autres. La contagion nous touche et en même temps la protection contre la contagion touche aussi bien les autres que nous-mêmes. C'est exactement le contraire de cette illusion que stigmatisait Norbert Elias, le grand sociologue Norbert Elias, sous le terme de homo clausus, c'est-à-dire l'illusion selon laquelle nous serions des hommes clos sur nous-mêmes. Nous sommes, comme le montre bien Elias, totalement interdépendants, et cette épidémie nous rappelle, met en évidence le fait que nous sommes dans une interdépendance constitutive, et notamment que dans cette circonstance, nous sommes amenés à sacrifier une part de notre liberté pour assurer la sécurité d'autrui. Il y a donc une sorte de fraternité dans la quête du bien commun. On voit là comment la proximité, en un sens plus symbolique, est une forme de prise de conscience de l'appartenance à un même collectif, un collectif de citoyenneté ou même le collectif du genre humain. Donc ça, c'est vraiment une dimension positive du proche. Mais revenons à une acception négative, une autre anti-valeur du proche, qui est cette fois-ci le fait qu'on accuse dans certains cas, les gens d'être trop proches parce qu'ils entretiendraient une proximité qui serait de l'ordre des arrangements entre amis, des réseaux d'influence, du favoritisme, du clientélisme, du piston. En termes un peu plus sophistiqués, on peut dire que ce serait l'introduction d'un registre domestique de la proximité familiale dans le registre civique de la quête du bien commun. Et cette question de la dimension négative de ce proche-là, eh bien, on va devoir l'avoir en tête très nettement avec la question de la vaccination, puisqu'il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas de passe-droit et que ce n'est pas parce qu'on est la cousine d'un grand médecin qu'on peut avoir accès à une vaccination plus rapidement, ce qui serait une très très mauvaise, évidemment, mise en œuvre de la valeur de proximité. Je vais revenir à une autre dimension à nouveau positive de la valeur du proche, à savoir la proximité comme facteur de civilisation, là encore au sens de Norbert Elias, de civilisation des relations entre les personnes par la prise en compte de la personnalité d'autrui, la prise en compte du visage de l'autre. Et là, c'est Emmanuel Levinas qui avait beaucoup insisté sur cette dimension morale du visage. Inversement, lorsque on a moins de proches, on a un risque de décivilisation, de processus de décivilisation, et c'est exactement ce à quoi nous assistons maintenant avec l'essor des réseaux sociaux, qui, parce que les gens ne sont pas proches, parce qu'ils sont à distance, autorisent un desserrement de l'autocontrôle, une libération des pulsions agressives que l'on voit sous la forme des insultes, du harcèlement, de la violence verbale, qui probablement serait beaucoup moins forte si les personnes étaient en tête-à-tête, en face-à-face, donc s'ils étaient proches physiquement. Et donc là, on voit bien comment le proche est une valeur, parce que lorsqu'il est absent, cela peut provoquer des phénomènes très problématiques, donc de ce qu'on peut appeler un processus de décivilisation. Et c'est là qu'il faut rappeler la valeur de la proximité. Alors, je vais terminer par une remarque plus générale sur la question de savoir comment on définit socialement le proche. Alors, une première façon de le définir, c'est par l'appartenance à une même communauté de référence. Alors, ça peut être
la famille, ça peut être le quartier, la commune, le pays, le continent, voire l'humanité. On voit qu'il y a une grande élasticité dans la définition de ces frontières du proche selon les contextes. Une deuxième façon, qui n'est plus géographique mais identitaire, consiste à définir le proche par l'appartenance à un même sexe, une même couleur de peau, une même religion, un même milieu social, etc. Il s'agit là d'une proximité identitaire. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous assistons à une mise en évidence des dangers possibles de cette proximité identitaire, c'est-à-dire le danger du repli sur soi séparatiste dans une définition communautariste du proche qui induirait des droits spécifiques. C'est ce qu'on appelle le communautarisme, lorsque les individus acquièrent ou revendiquent des droits, non pas en tant qu'individus, mais en tant qu'appartenant à une communauté, et à une communauté définie par non pas tant la proximité que la mêmeté, c'est-à-dire le fait d'être tous les mêmes. Et c'est ce rabattement du proche sur le même qui me paraît, entre autres, problématique dans cette définition communautariste du lien entre les personnes. Il me semble donc, pour conclure, qu'il faut étendre le proche au-delà du même. C'est ce qu'on nomme la solidarité, qui est la seule façon d'universaliser le bien commun au-delà des intérêts communautaires, donc des intérêts particuliers. C'est la seule façon de ne pas rester chez nous, même en étant confinés. Et si cette épidémie peut peut-être un jour avoir des dimensions, des conséquences positives, soyons optimistes, eh bien, ce sera peut-être dans cette conscience de la nécessité d'universaliser le proche que nous aurons gagné avec cette crise sanitaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie Hennig pour ces propos qui permettent véritablement d'introduire ce sujet dans toute sa complexité et sa difficulté à l'aborder et d'essayer d'en tirer des perspectives puisque nous sortirons normalement un jour de cette situation. Alors nous allons maintenant aller en Grèce, à Athènes, avec Fotini Tsaligoglu, qui est professeure de psychologie, qui est écrivaine, qui est également essayiste. Alors nous allons voir avec vous, madame, alors que vous êtes professeure de psychologie, comment vous analysez cette situation et cette injonction à rester chez soi? Comment vous réévaluez les notions fondamentales du psychisme confronté à cette crise, avec les effets que cela implique, solitude, résilience, vulnérabilité, mais aussi violence, peur, deuil? Voilà, je vous laisse la parole pour introduire votre sujet également. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde. J'avais participé l'année dernière également à la nuit des idées et je pensais à tant de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Le monde a changé et dans ce monde qui a changé, nous sommes appelés à examiner, à aborder la question de rester chez soi. La maison déclare quelque chose de familier, d'intime, et la pandémie vient inverser cette notion de l'intime. Le monde tel que nous le connaissions est transformé. Ce qui était intime est devenu étrangeté. Au-delà des modifications, des changements sociaux, il y a quelque chose entre les êtres humains qui les différencie. C'est la façon dont chacun de nous a un rapport avec soi, la façon dont il supporte ou ne supporte pas d'être seul. Et c'est là que je vais rester. Le fait de rester chez soi modifie notre rapport au temps. C'est comme si nous avons touché sur une touche imaginaire et nous avons appuyé sur pause. Pour certaines personnes, cela était inconcevable. Pour tous ceux dont la vie était liée à des rythmes effrénés, à une vitesse
qui, comme nous le savons bien, ne laissait pas de place à la lenteur, à la pensée, à la réflexion. Maintenant, on reste chez soi. L'ironie, c'est que ce qui nous contraint à présent à faire une pause, on reste chez soi, non pas en tant que choix, non pas en tant que désir, mais en tant que devoir. Plusieurs personnes sont inexpérimentées face à cela. Et je suis seule et conçue comme si je suis en danger. Je perds mes repères, je reste exposée face à un vide menaçant qui vient m'avaler. Et tout cela active la crainte de la solitude. La solitude, la mélancolie, ce sont des notions mécomprises, je dirais, et il faudrait peut-être les libérer ou plutôt les sauver, entre guillemets, de la psychopathologie. Elle comporte des éléments difficiles, mais à la fois bienfaiteurs. Nous avons d'importants chercheurs du psychisme humain, comme c'est le cas de Winnicott, qui ont montré à quel point ce je suis seul est une expérience précieuse pour notre identité, importante dès notre toute petite enfance pour notre développement psycho-émotionnel, psycho-affectif. Je suis seule et je ne suis pas en danger, je suis seule et je deviens moi à travers cette expérience, au début avec une mère qui est là présente, ce being alone avec quelqu'un d'autre au début qui me permet de vivre cette expérience de je suis seule. Mais notre culture, je dirais, évite comme la peste de telles expériences. Nous vivons au sein d'une société à une époque où, de façon quasi automatique, qui rejette de façon automatique tout ce qui rappelle la lenteur, la peine, l'introversion. Et j'ai appelé cette époque Nepenthe, le népenthe, qui est un terme homérique, hein, qui vient de cette plante que la belle Hélène a versée dans la boisson, dans le breuvage de Télémaque, pour adoucir sa peine et sa douleur. À travers donc cette plante, tout est dissipé, tout est radouci et toutes les tensions se réduisent, les chagrins disparaissent et on perd ainsi l'occasion de transformer à travers ce népenthe qui domine dans notre culture, ce népenthes, la possibilité de transformer la négativité d'une crise et les catastrophes qu'elle peut comporter en opportunités. Je ne veux pas faire l'apologie de la tristesse, loin de là, mais je dis simplement que je suis seule ouvre des voies d'un autre contact avec nos réserves internes. Et en excluant par tous les moyens la mélancolie, la tristesse, en l'éjectant de notre vie, nous perdons quelque chose de notre propre existence et nous payons un lourd tribut. Nous perdons quelque chose de la possibilité de notre créativité. Et c'est un lourd tribut. Et je dirais aussi que nous perdons, si on fait semblant que tout cela n'existe pas et que ce que la pandémie nous oblige à remettre sur la scène, nous mettons entre parenthèses donc tout ce qui rappelle la faiblesse, la vulnérabilité, l'usure. Et vous me permettrez de parler de façon un peu plus personnelle. Et je dirais que les personnes vulnérables, les solitaires, les personnes atteintes de souffrances psychiques m'ont apporté de grandes leçons de vie. Entre autres, ils m'ont permis de comprendre que l'existence humaine, finalement, signifie l'expérience de la perte, mais aussi une capacité vitale de pouvoir la surpasser, la surmonter. Je vois l'être humain comme un être
à la fois du manque et aussi du dépassement. Et puisque nous devons à la France cette nuit des idées, je vais mentionner une auteure, une écrivaine française que j'aime beaucoup, Marguerite Duras. Et il y a un passage dans son œuvre autobiographique intitulée L'amant, où son premier amant, le riche chinois en Indochine, avoue à la jeune Marguerite Duras et lui dit: «Tu ne sais pas à quel point je suis fragile». Et elle, à ce moment-là, se rend pleinement au charme de cette faiblesse qui était soigneusement cachée sous une apparente force. La grande littérature révèle la fragilité héroïque de ses protagonistes. La pandémie, à mon sens, a révélé la nudité de notre toute-puissance. Et cette révélation apporte peut-être quelque chose qui est prometteur, qui apporte l'espoir. Je pense aussi que la pandémie est venue peut-être changer une caractéristique de la société du spectacle, ce que Boltanski avait appelé souffrance à distance. Souffrir à distance les malheurs du monde par l'entremise du petit écran. J'ai le sentiment qu'à présent, avec la pandémie, à distance, ce lointain est miné. Et comme ce mal ne réside pas en Chine, dans ce lointain Wuhan, ce n'est pas là que se trouve le risque le danger de la mort. Et les cercueils scellés, les défunts qui n'ont pas été accompagnés se sont rapprochés de nous, sont venus à Bergamo, à Paris, en Grèce et se sont installés chez nous. Notre l'espoir pourrait résider dans l'empathie qui peut se développer dans ces conditions, dans la proximité dont Madame Hennig parlait tout à l'heure. La proximité, c'est-à-dire proximité par rapport à la souffrance de l'autre, à la peine de l'autre. Et je dirais, moi aussi, cette proximité m'humanise. L'empathie par rapport à la douleur de l'autre fait de moi un sujet humain. Et je voudrais dire qu'en appréciant globalement toutes les données des recherches sur l'impact sur la santé psychique dans tous les pays, il est intéressant de voir au-delà de de cette augmentation évidente des dépressions, des comportements suicidaires, de l'accroissement des dépendances face à des substances légales ou illégales, face à la dépendance face à Internet, au-delà de la violence familiale qui enregistre une croissance de 30%. Et c'est un aspect très sombre, cette question de la violence familiale. Il y a toutefois un élément prometteur, un élément réconfortant, parce qu'on voit tout qui devient double. Mais il y a quelque chose de réconfortant qui découle de toutes les données des recherches, à savoir qu'avec tous ces comportements négatifs, et c'est comme ce qui a été dit tout à l'heure, cette coexistence entre le négatif et le positif, il y a ce qui est réconfortant dans l'exercice des comportements de solidarité au sein de la population. Nous assistons à un accroissement important par rapport à la période d'avant la pandémie.
Et dans cette époque sombre, nous avons vu des choses qui nous remplissent de honte dans notre pays et ailleurs, l'avidité, l'accent porté sur soi. Nous avons vu des comportements aussi qui nous rendent fiers d'être humains. Je dirais que notre souci par rapport à l'autre nous fait de nous des sujets humains et selon un point de vue, mais je n'ai pas le temps de le dire maintenant, peut-être par la suite dans le débat. Margaret Mead, l'anthropologue qui a développé cette notion le souci de l'autre, c'est là que réside la naissance de la civilisation dans cet os du fémur qui a été trouvé. S'il s'agissait d'un animal, l'animal serait mort. Un animal ne peut pas survivre avec un os cassé. Margaret Mead dit qu'à travers un os de 15 000 ans, on a pu voir qu'un être humain s'est arrêté à cette époque-là, s'est penché sur la plaie, la blessure de l'autre, il l'a pensé, il a peut-être vu son destin et cela a engendré une crainte et cette crainte a donné naissance au premier acte de solidarité envers autrui et c'est là qu'on peut dire que la civilisation est née. Je m'arrêterai sur ce point parce que je crois que nous devons activer beaucoup l'espoir, nous devons parier sur l'espoir qui est essentiel dans la santé psychique. Et je dirais que tout est ouvert devant nous par rapport à beaucoup d'obscurité. Et cette année, je voudrais exprimer un vœu, une aspiration, à savoir que ces nuits des idées, que la nuit des craintes, la nuit de l'incertitude, la nuit de l'angoisse d'une planète entière puissent converser, et cela pourrait paraître naïf, puissent converser, que cette nuit puisse converser avec la lumière du lendemain. Et je m'arrêterai là. C'est cette note d'optimisme, d'espoir que je retiens, puisque nous en avons particulièrement besoin dans cette année qui se passe, qui a été une année terrible. Et effectivement, ce rapport au temps a été profondément bouleversé. Oui. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne pour se situer par rapport à ces défis qui se posent à nous tous, au niveau personnel, mais également au niveau de la cité. Alors, je vais maintenant donner la parole à Vassilis Karapostolis, excusez-moi, qui est professeur de philosophie et de la communication et de la culture à l'université d'Athènes. Et donc, il me semble que le domaine de la culture est un domaine essentiel et qui a été fracassé en raison de cette pandémie, puisque toutes les activités culturelles ont été abandonnées. Les théâtres ne fonctionnent plus, les musées sont fermés et c'est absolument dramatique. Alors, on peut se cultiver chez soi, donc ça c'est un élément, mais tout le monde n'a pas forcément la capacité à cela. Donc, comment vous, professeur de philosophie de la communication de la culture, envisagez-vous ce thème et cette injonction de rester chez nous ? Ευχαριστώ. Κατά την άποψή μου, je vous remercie. À mon avis, le problème majeur qui se trouve à la racine de la situation actuelle, c'est que peut-être ce slogan qui codifie cette situation, à savoir rester chez soi, nous devrions le rendre, l'exprimer comme nous restons dans notre cerveau, nous restons dans notre
pensées. Et c'est là que réside la faiblesse de l'homme aujourd'hui, de rester seul avec ses pensées et de reconnaître ce qui est nécessaire. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde entier, l'être contemporain a du mal à accepter que ce qui s'est passé a un aspect de nécessité. L'être humain est habitué à partir, à être mu par sa volonté et son désir, au point où ce qui est la nécessité est liée à l'injonction, que cela vienne de la nature ou de l'évolution des choses. Et à quel moment est-ce qu'on comprend que quelque chose est nécessaire, il faut réagir. Et il y a ici quelque chose d'énigmatique. Et dans la pensée grecque antique, la notion de besoin, de nécessité n'est pas beaucoup mentionnée. Il y a bien sûr une divinité qui a son autel, mais il n'y a pas de culte, il n'y a pas beaucoup de références à cette divinité. À côté de Pausanias dit que dans l'Acro-Corinthe, il y a aussi l'autel de la violence, à côté de l'autel du besoin, c'est-à-dire que le besoin se trouve à côté de la violence. Il y a une force donc qui s'impose, mais cette force n'utilise pas le discours, elle n'explique pas, elle ne justifie pas les actions. Et nous voyons dans Échille, dans Prométhée enchaîné, la violence qui tend à ce que Prométhée soit puni, ne dit rien. Et c'est une personne muette, c'est une conception impressionnante chez Échille et qui nous oblige à réfléchir et à penser que ces choses qui nous sont imposées, on ne doit pas attendre que des explications nous soient données. Cette condition, donc, il est impossible que la conscience humaine aujourd'hui puisse la concevoir. L'être humain était habitué à agir selon ses volontés. Il avait des choix, il allait là, ici et là, et les connaissances se succédaient les unes aux autres. Le proche dont a parlé Madame Hennick, en fait, si on veut être sincère, le proche était devenu une personne que l'on utilisait, que l'on manipulait selon nos visées. La présence, donc, sa présence n'était pas si déterminante pour que, à son contact, les choses changent. Ce qui est arrivé donc avec la pandémie, c'est cette condition qui a changé. Et l'être humain aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, a été appelé à se replier un peu, à s'enfermer un peu dans son esprit, dans son cerveau. Et c'est là que le grand problème et la grande panique a commencé, ne pouvant pas comprendre qu'il y avait une nécessité par rapport à ce qui s'est passé et que quelque chose de différent ne pouvait avoir lieu. Si on prenait cela sérieusement en compte, l'être humain aurait vu que 3 facteurs de la culture actuelle et de la vie économique poussaient les choses dans ce sens. La concurrence effrénée au niveau des intérêts mondiaux, la vitesse, la rapidité des choses et la boulimie à travers lesquelles les intérêts économiques voulaient conquérir des marchés de consommateurs afin de les alimenter en différents objets. Cette intensité de la concurrence ne pouvait que conduire à quelque chose, je ne dis pas obligatoirement à cela, mais à quelque chose de désagréable, à quelque chose d'inquiétant.
Et l'être humain s'était fermé les yeux face à cette réalité. Et maintenant, on lui a dit, reste chez toi, ouvre de nouveau les yeux pour voir quoi? Pour voir ta faiblesse, pour comprendre ce que toi-même tu as fait, ce à quoi tu étais entraîné. Cette impasse pourrait être abordée de deux manières. Premièrement, si l'homme d'aujourd'hui pouvait s'appuyer sur ses forces mentales en se disant, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire? Aristote nous disait que le principe de base dans des situations de difficulté, c'est de choisir le meilleur des choses qui existent. Et ne pas se dire, ah, si j'avais ceci ou si j'avais cela. Il faut se dire que sur les quelque chose que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je peux utiliser autant que possible. Cela est une pensée stratégique. Mais l'être humain qui a été plongé dans la vitesse, dans les changements des impressions, dans le mouvement continu, ne pouvait pas s'arrêter, et se reconstituer en quelque sorte et décider. Platon avait dit que jamais un être humain ne fait autant de choses que quand il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il existe une matrice, une pousse à partir de laquelle peut fleurir à travers la concentration une plante très importante. Et de quoi s'agit-il? D'une décision cruciale. Est-ce que l'on peut décider sur des choses sérieuses et graves lorsqu'on est sans cesse en mouvement? Non. On va par-ci, on va par-là. Mais pour décider, il faut s'arrêter. Il faut rester immobilisé dans le temps pour prendre des décisions. Et l'homme d'aujourd'hui ne s'était pas habitué à cela, et pas plus que les jeunes. Puisque nous avons parlé de la civilisation et du comportement au sein de la civilisation, notre question aussi quant au comportement de la jeunesse. Nous avons assisté à certains phénomènes révélateurs, à savoir que la façon dont les gens sont restés chez eux, la famille est restée chez elle, c'est-à-dire les parents et les enfants, nous a permis de comprendre qu'il y avait un embarras, un immense embarras, un grand problème. On ne peut pas rester chez soi, non pas parce qu'il faut réfléchir et faire l'inventaire de choses qui sont difficiles. Pascal nous disait que lorsque quelqu'un reste seul, qu'est-ce qu'il va faire? Nécessairement, il va réfléchir à la question de la mortalité. C'est à cela que conduisent les choses. Pour ne pas penser à cela, il doit ouvrir la porte, sortir et l'oublier. Ceux qui ont ouvert impulsivement la porte et qui on fait fi des mesures et des instructions, dans beaucoup de cas, c'était les jeunes. Et on se demande si les jeunes, pour échapper à la question de la mortalité et de l'impasse, ont voulu sortir. Non, bien sûr. Mais les jeunes veulent de cette façon désespérée, on pourrait dire, conserver le régime de divertissement dans lequel ils vivaient, simplement pour écouler toute leur énergie. Il n'y a pas d'énergie pour une personne jeune qui est pleine de pulsions. Mais quelles sont les perspectives? Les taux du chômage sont très élevés dans tous les pays et surtout dans des pays qui font face à plus de problèmes, comme c'est le cas de la Grèce. Mais au-delà de la question du chômage, les jeunes n'ont pas développé un mouvement quelconque, alors qu'avant la crise,
est-ce qu'on a assisté à des mouvements dans le cadre duquel ils vont émettre des demandes concernant la vie, la culture, l'économie, les questions de la démocratie? Bien sûr, des mobilisations ont lieu, des protestations ont lieu, mais on n'assiste pas à ce que l'on pourrait appeler un mouvement. Mais vous allez me dire, est-ce que cela est facile d'avoir un tel mouvement tous les 5 ou 10 ans? Mais pensez que des décennies se sont écoulées depuis que la jeunesse est arrivée sur la scène de l'espace public. Et aujourd'hui, nous voyons une population de jeunes, et nous en sommes désolés, et c'est là que nous devons focaliser notre attention, qui va par-ci et par-là, et qui essaye de voir comment trouver le divertissement le plus prolongé possible. Je voyais sur la BBC l'autre jour, avant le confinement, une jeune femme a dit, en levant son verre, « Buvons notre dernier verre parce qu'à partir de demain, on perd notre liberté. » Le fait de boire un verre de bière ou d'en être privé lui a apparu comme une privation terrible. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre qu'il n'y a pas de perspective d'action, d'intervention des jeunes et plus généralement des hommes d'aujourd'hui sur les choses. L'être humain se sent faible, les rouages sont implacables et par rapport à cette faiblesse, on lui dit de rester chez soi et de réfléchir à la façon dont il pourra survivre avant de revenir comme aux choses d'avant. Mais il reviendra sur un espace public dans lequel il ne joue aucun rôle. Ce qui a été appelé à l'époque de la Révolution américaine, les pères de la Révolution américaine ont appelé public happiness. Jefferson l'a appelé le bonheur public, le bonheur d'être avec des autres, non pas avec les personnes proches, mais avec l'être avec lequel on aboutit à aller de pair, d'être avec quelqu'un, réfléchir à des questions qui nous préoccupent, prendre des décisions avec eux et vivre ce bonheur de sentir que l'on peut faire quelque chose afin que le monde vienne plus près des dimensions humaines. Quelle que soit la définition de l'humain, on trouvera une racine de liberté. Que l'être humain puisse aménager le monde de façon à ce qu'il lui assure toujours la liberté de l'expression et de sa créativité. Où est-ce qu'on trouve cela? Comment est-ce qu'on appelle donc la population à faire preuve de patience, à ouvrir sa porte, rester chez soi et faire preuve de patience? Tout cela est une question d'éducation et il faut partir à partir de ces données. Donner une issue à la créativité en tant que prestation d'opportunités réelles afin que tous puissent créer quelque chose. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces 3 interventions. Alors malheureusement, le temps passe très très vite. Il nous reste à peine 10 minutes pour terminer ce débat. Alors je voudrais vous poser à chacun d'entre vous une question en vous demandant vraiment d'y répondre de façon la plus concise possible. À vous écouter, on se demande aussi comment on va sortir de cette période. Comment va-t-on se réhabituer à une vie normale le jour où nous sortirons de ce confinement, de cette période de confinement? Comment voyez-vous l'évolution? Comment l'être humain va se sortir? Comment va-t-il se réapproprier sa liberté? On a parlé de privation de liberté, bien évidemment. Comment le proche va-t-il être perçu lorsque ce confinement sera terminé? Donc, est-ce que chacun, vous accepteriez en quelques minutes de nous faire part de vos réflexions sur l'après? Nathalie Hennig, pour commencer, s'il vous plaît. C'est évidemment pas une question facile.
Moi, j'ai envie de vous dire que je souhaite qu'on ne revienne pas à une vie normale, au sens où j'aimerais qu'on profite de cette crise pour modifier un petit peu nos conditions de vie, d'un point de vue à la fois politique et personnel, parce que il est évident que cette pandémie pourra se reproduire parce que ces causes sont des causes structurelles liées à tous les problèmes environnementaux que nous connaissons tous. Donc j'espère que cette épidémie sera l'occasion d'une prise de conscience au niveau politique et au niveau personnel aussi, au niveau social, de la nécessité de modifier beaucoup nos façons de vivre pour éviter que nous ayons à l'avenir à nouveau à nous isoler. Voilà, puis je redirai simplement ce que j'ai rapidement essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que la question de l'interdépendance et de la solidarité doit rester une préoccupation constante et non pas seulement liée à une crise épidémique. Merci beaucoup. Fotini, vous accepteriez en quelques minutes, 3-4 minutes maximum, de nous faire part de des perspectives une fois que nous sortirons de ce confinement. Comment voyez-vous? Comment allons-nous en sortir? Je suis entre l'optimisme et le pessimisme. Lorsque je vois comment cette rupture, ce non-respect de ce confinement à la maison nous conduit à créer des files devant les commerces, ce confinement obligé, contraint avec soi-même, je pensais qu'il aurait conduit à une nouvelle priorisation, hiérarchisation des valeurs. Mais voyant la force de cette habitude ancienne, de ces normalités anciennes qui nous ont conduits, dans une certaine mesure, ici, toute cette violence que nous avons exercée sur notre environnement, sur nous-mêmes, cette agressivité sur les autres, j'ai le sentiment qu'il y a une force, que l'ancien est très fort. Voyant une femme attendre pendant 4 heures en faisant la file pour entrer dans un magasin, lorsqu'on lui a posé la question, un journaliste lui a posé la question, mais vous êtes là depuis quand? Depuis 4 heures. Elle a répondu, qui sait, peut-être que demain on mourra. Donc, pour elle, ce qui justifierait sa vie, c'est qu'elle a pu attendre, c'est qu'elle a pu remplacer un substitut magique lui disant, la convainquant qu'elle existe. Donc ces normalités anciennes semblent avoir un attrait énorme. J'aimerais me dire que le lendemain permettrait de remettre en question cette normalité qui nous prive de certaines choses dans notre vie, dans notre réflexion et de cette capacité à vivre autrement et à être autrement. Alors, vous aurez le mot de la fin, Vassilis Karapostolis. Quelles sont vos perspectives et comment vous voyez cette sortie de cette situation? Je me contenterai de parler de la question de l'éducation. Et c'est là que je crois qu'il faut accorder une importance accrue dorénavant, afin que ce désespoir tourné vers le jeu et le divertissement en tant qu'issue cesse d'exister et que l'attention se porte sur la façon de mieux préparer les nouvelles générations face à ce qui se passe en dehors de leur maison et en dehors de leur école. C'est-à-dire que
les jeunes eux-mêmes deviennent actifs et partie prenante de ce qui va se passer. Mais pour cela, il faudra leur donner l'impression et finalement la certitude qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont indispensables pour le faire. Et les jeunes qui, hélas, de plus en plus se livrent à cette ivresse de divertissement, cela devient une sorte d'opium en quelque sorte. L'opium aujourd'hui, l'opium des populations aujourd'hui n'est autre que le divertissement, les loisirs. Et cela n'est pas synonyme de joie, mais de détresse. Au lieu de l'amitié et de la compagnie, l'appât et l'attraction est exercée par le fait de se retrouver à plusieurs dans une sorte de foule et d'être un parmi tous et de dépenser notre vie là-dedans. C'est une force, c'est une condition très forte qu'il faut combattre et l'école, les enseignants, les parents doivent jouer un rôle. Les parents ne peuvent pas dire simplement « Ah, ce sont des enfants, des jeunes, laissons-les jouer ». Je crois que le jeu a trop duré et les jeunes, tout en demeurant jeunes, doivent jouer d'autres jeux plus sérieux. Pas qu'on demande beaucoup. Δεν πιστεύετε ότι ζητούμε πολλά στους αυτούς τους νέους που ήδη ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τους ζητάμε τελικά να κάνουν πολλές θυσίες? Μήπως τους ζητάμε πολλά υπερβολικά? Vassilis, si vous souhaitez en 1 minute éventuellement répondre à ce point dans la continuité de votre propos sur est-ce qu'on n'en demande pas trop à ces jeunes? Ναι, δεν την άκουσα καλά την ερώτηση. Η κυρία Λεβαλουά ρώτησε μήπως απαιτούμε. Je vous demandais simplement si on ne demandait pas trop aux jeunes, on leur demande tout. Est-ce que ça n'est pas trop dans la suite de votre propos? Ma réponse est que oui, nous demandons beaucoup aux jeunes, mais les conditions sont telles qu'il faudrait qu'on leur demande et on exige d'eux des choses qu'ils ne devront pas faire comme une charge qui pèse sur leurs épaules, mais quelque chose qu'ils devront faire avec joie. Un jeune, lorsqu'il se sent actif, doit être joyeux. Autrefois, en Grèce, une personne âgée qui avait besoin de quelque chose demandait à un jeune de lui rendre un service, d'aller lui acheter une aspirine, quelque chose. Et le jeune qui se sentait, qui était conscient de devenir cela, s'empressait de répondre à cette demande avec joie. C'est cela que nous devons atteindre. Mais si on répond à cela d'une manière un peu désabusée, d'une manière un peu sans être nous-mêmes convaincus de cela, il faut leur demander de se livrer à cette aventure, à quelque chose que nous allons tous apprécier. Ένα λεπτό. Έχετε 1 λεπτό, κυρία Τσαλίκογλου. J'ai le sentiment qu'il y a encore quelque chose pour les jeunes et qui est déterminant. C'est la faillite du modèle adulte. L'adulte n'est plus un modèle
avec lequel il peut s'identifier. Il a perdu son autorité, y compris en faveur des jeunes. Donc la question qui se pose, c'est qui demande et non pas ce qu'il demande et comment. Et comment cela est conçu par les jeunes. Je pense donc que l'adulte et le monde qu'il représente, et non pas de façon injuste, aux yeux des jeunes, il est totalement délégitimé. Et là, il y a un manque de confiance. Voilà. Vous trois d'avoir dialogué sur ce sujet extrêmement compliqué, mais qui, je crois, rentre bien dans le cadre de la nuit des idées, puisqu'il s'agit de réfléchir à cet énorme défi qui se pose à l'ensemble de nos sociétés, que nous soyons à Athènes ou à Paris ou ailleurs dans le monde. Donc, merci infiniment d'avoir participé à cette réflexion et j'espère que nous aurons l'occasion de continuer, de poursuivre ce débat. Donc, merci à vous trois d'avoir partagé ce moment et vos réflexions avec nous.